Je peux vous dire seulement ça. C'est que si Cécile revient en bon état, tout changera. Voilà. Oh, me dit Rachel, si Cécile revient, tout changera. Oui. Ce n'est pas sûr que ce soit Cécile qui vous amène ou qui fasse pour vous le travail que vous avez à faire, vous savez. Ne comptez quand même pas là-dessus. Tout comme elle, quand elle reviendra, elle aura à se mettre en marche. Alors vous êtes peut-être déjà un peu en train de marcher, mais il faut ce que je vous dis, ce que vous n'avez encore jamais fait. Vous ne me l'avez pas dit, mais je le sais, je le sens, ça. Tous les matins, à votre table. Et le mieux, évidemment, à la table, sans se dire je vais faire la chose. Hein. Ça n'existe pas. Soyez totalement à la disposition de ce que vous espérez faire venir. Et la chose ne viendra, au fond, que si vous vous ouvrez à elle, que si vous attendez de vous de n'être qu'un simple transmetteur. Vous comprenez ce que je vous dis là? Il vous arrive de parler avec... Oui, il m'arrive de parler comme ça. Je comprends bien ce que vous me dites là. Je parle un peu avec quelque chose d'inconnu en moi. Et ça ne vous rebute pas. Non, pas du tout. Et vous n'en tirez pas apparemment profit. Aucun. Donc vous pourriez vous dire, si vous étiez, non pas exigeant, mais un peu téméraire, je veux ça, je ne l'ai pas eu, donc je dois m'y prendre autrement pour l'obtenir. Jamais je ne me dis ça. Jamais. Je fais, ça ne me plaît pas, je déchire. Ça, c'est l'erreur. Faut arrêter avec cette manie de déchirer. Les artistes qui font ça n'arrangent rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas artistes. À l'instant où ils déchirent, ils se repoussent quelque part. Il ne faut pas. Je ne dis pas qu'il faut tout regarder, qu'il faut... Non, il n'y a aucune admiration envers soi-même. Mais si... Vous comprenez ce que je vous dis quand... Enfin, je ne m'exprime pas bien, vous savez. Servir. Mais oui, mais... J'ai seulement cette disposition-là. Je veux servir. Voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que les choses se sont mises en route. Quand j'étais à Marseille, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais un jour, je vous montrerai les choses que je faisais à ce moment-là, puis je vais peut-être me remettre à travailler maintenant, et je vous montrerai alors ce que je suis en train de faire. Ça ne va certainement pas avoir énormément changé, vous savez. Mes dispositions intérieures, pour moi, voilà, tiens, je vous dis intérieures. J'ai beaucoup lu, parce qu'au fond, je me suis pas du tout instruit, mais je me suis forgé quelque chose carrément dans mon sang, dans ma chair, à travers des lectures que j'ai repoussées, que j'ai rechassées. Il y a peu de lectures que j'ai vraiment avalées et conservées. Et celles que j'ai avalées et conservées ne sont pas plus importantes que celles que j'ai rejetées, parce que celles que j'ai rejetées, je les ai rejetées soit pour les retrouver un jour, c'est possible, soit parce qu'elles étaient vraiment du poison pour moi. Parce que je pense comme ça aussi. Je pense comme ça. J'ai beaucoup rêvé, je continue à beaucoup rêver. J'écris, vous savez, j'écris. Des poèmes. Voilà, c'est ça. Ah, ça, faudrait me donner à lire. Ah non, ça, jamais je vous donnerai. Pourquoi? Non. Non, je peux pas. Mais j'écris des poèmes. Bon. Mais écrire des poèmes, c'est pas parce que je suis touché par la grâce et tout ça. Non. Pour moi, il y a un travail. Il y a un vrai travail. On est là. Je reçois... Ah, je vais vous faire sourire.
Et moi, je reçois les ordres d'ailleurs. Vous me comprenez, là? Très bien. Je ne vous demande pas si vous recevez aussi ou si vous croyez recevoir des ordres d'ailleurs. Je ne répondrai pas. Alors, très bien, j'aime bien ça. Eh bien, moi, puisque j'ai commencé à vous dire, moi, je reçois des impulsions. Je reçois... Et ça n'est pas ça l'inspiration. Non, vous avez raison. Alors, c'est ça, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que c'est? D'une certaine manière, je suis croyant. Non, je l'ai déjà dit ça, pas à vous. Je l'ai même dit à Cécile. Il y a quelque chose en moi qui, non pas n'est pas tranquille, si, justement, il y a quelque chose de moi qui est calme et qui m'attend. Je suis attendu par un autre moi qui est dedans. Et quand je ressens ça, là, je ne peux d'abord pas peindre, je ne peux rien faire à ce moment-là. La seule chose que je puisse faire, si c'est vrai, c'est essayer de noter quelques mots qui viennent, des mots que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais prononcés, que peut-être j'ai entendu, mais où, je ne sais pas. Et tout à coup, ils s'accolent les uns aux autres, ils forment une phrase, bon, bancale, ça m'est égal, mais lumineuse, hein, j'entends bien, lumineuse. C'est à moi que ça s'adresse. On pourrait dire je suis un illuminé puisqu'elles sont lumineuses. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a chez moi, par moments, ça dévale des éclairs de révélation. Non pas que les révélations m'amènent à voir des dessins que je vais faire, jamais. Je suis d'une pauvreté, Rachel. C'est lamentable. Par moments, je me dis, je me suis complètement foutu dedans. C'est pas là que je devais aller. Puis, je me rattrape en me disant, mais pas du tout, c'est sans doute comme ça. C'est en ayant l'impression, même la certitude, qu'on n'a rien en soi, que se mettant à sa feuille, ce qui va sortir, c'est vraiment du secret. C'était un secret à soi-même et qu'on se divulgue. Mais ce secret à soi-même qu'on se divulgue, c'est vraiment parce qu'il a été poussé aux épaules quelque part. Parce qu'il y a une main transparente qui est venue, qui n'est pas ma main. C'est ensuite que ma main vraie saisit ça. Mais à l'intérieur, vous croyez qu'on a une petite lumière à l'intérieur? Vous avez une âme. Ah. Est-ce que ça veut dire que vous croyez ne pas avoir d'âme? Il ne faut pas parler de ça, Fred. Et moi, si je vous dis, je crois que j'ai une âme, vous trouvez que j'aurais pas dû vous en parler? C'est votre problème. Oh, mon âme n'est pas mon problème. Mon âme, c'est... Mon âme, c'est ce qui est sous ma main quand je suis appuyé quelque part. Mon âme, c'est ce qui m'a protégé quand il y avait le feu. Mon âme, c'est quand je me sens, ou quand je crois que je suis malheureux. C'est ce qui vient en moi qui me donne comme un frisson de peur. Mon âme me fait peur. Mon âme, c'est ce qui me permet d'aller jusqu'à demain. Si je ne sentais pas ça, il n'y aurait pas de demain. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir dit ça, Fred. Oh ben... Non, c'est pas ce que j'attends. J'attends rien. Je sens... je ne sens pas le bouillonnement ni le torrent, moi. Je sens que ça bouge tout doucement.
que je pourrais bien, au lieu d'aller à ma table avec une feuille, je pourrais bien traverser la place d'Alésia puis rentrer à l'église. Mais dans cette putain d'église, j'ai jamais pu rentrer parce que elle me déplaît. Elle est entourée d'avenues, elle est grande, elle est moche. Mais la petite chapelle qui est là, à l'hôpital derrière, où Cécile se faisait faire ses radios, j'y suis allé bien des fois. Vous vous sentez chrétien? Sûrement pas. Non, sûrement pas. Non, il y a des moments où je sens que j'ai besoin d'un lieu que je n'ai pas et que ce lieu, il existe quelquefois ailleurs. Mais c'est pas toutes les églises. Moi, j'ai dit à Cécile, j'irais bien aussi dans une synagogue. J'irais bien dans un temple. Et j'ai pas été élevé religieusement. Mon père était profondément athée. Puis ma mère, elle avait l'air d'avoir, je sais pas, petite histoire à elle. Ça marchait de elle à elle. Ah, c'est bien quand c'est comme ça. Je sais pas si c'est bien. Puis moi, si quelque chose ne m'est pas révélé, je dis bien quelque chose. Je dis pas un dessin. Hein. Le dessin, c'est lui qui amène ce quelque chose de révélé. Mais c'est pas la chose qui révèle le dessin. Ça me ramène à moi, et quand ça me ramène à moi, je détruirai ce qui est là de moi. J'ai envie... Voilà, tout à l'heure on a dit ça. C'est vous qui l'avez dit, Franz. J'ai besoin et j'ai envie d'être un jour capable de me sentir à la disposition totale. De quoi? De mon dessin, ou de mon aquarelle, ou de ce que je vais faire plus tard. Maintenant, je fais rien, je bricole, je vais à droite, je vais à gauche, je fais de la guitare, je bon à rien, bon à rien. Pour gagner ma vie, je travaille avec des gosses, des petits juifs à Montmartre. Ils sont gentils, ça. Mais voilà, dans un an, tout ça, ça va être fini. Enfin, rien ne tient. En ce moment, rien ne tient. Mais je sens que je vais sacrifier quelque chose. Quoi. Je sens que si ça n'arrive pas, je continuerai pas. J'ai pas envie de me fourvoyer. J'ai pas envie de fourvoyer. Maintenant que j'ai une femme, vous savez, je tiens beaucoup à Cécile. Je devrais pas vous dire ça, mais enfin, puisque vous l'aimez bien, autant que vous sachiez que j'y tiens beaucoup. Donc, je vais pas laisser tomber ça. Mais je voudrais pas lui faire vivre ce que je vis parfois à l'intérieur de moi, qui est pas, je vais pas dire qui est extraordinairement dur, mais je suis pas un type sûr là, parce que je n'ai pas pris de voie traditionnelle. Je veux dire, de voie traditionnelle quand on veut être artiste, enfin quand on je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas en ordre. Je ne suis pas en ordre. Je le vois, je vous ai dit, j'ai quelques camarades, disons. Eh bien, ils ont en commun quelque chose. Moi, je n'ai pas en commun cette chose. Et je n'ai rien à leur dire. Et je n'ai rien de commun. Or, ils parlent de ceux que j'aimerais approcher. Ou peut-être même de ce que j'ai un peu approché déjà. Alors, ils parlent de poètes, ils parlent d'artistes. Ils ne parlent pas de la même façon que je voudrais le faire. Et puis c'est surtout moi. C'est surtout moi. Je vais finir par ne plus les voir. Il me semble que le départ de Cécile, ça va amener... Ça plaisait pas à Cécile que j'aille là.
Ça lui plaisait pas. Je l'ai emmené une fois, elle m'a dit, moi je reviendrai plus. Ah. Et pourtant, c'était les gens du groupe surréaliste, vous savez. Ça fait des années que je suis là-dedans, que je lis ça. D'une certaine manière, si je n'ai été formé, en tout cas formé, peut-être pas formé, si j'ai été... si j'ai été bousculé par quelque chose, c'est ça. C'est ça. Bon, j'ai été bousculé par d'autres choses dans ma vie, mais parmi les choses importantes, ce qui m'a bousculé, bon, ben voilà, ma vie quand j'étais petit, ça m'a beaucoup bousculé, ça. Surtout que j'étais pas d'accord avec ce que mes parents disaient. Mais enfin bon, oublions. Ensuite, j'ai été beaucoup bousculé quand j'ai commencé pour la première fois à travailler en usine. Affreux. J'étais sûr que j'allais me tuer. Sûr. J'aurais été un enfant se tuant. Ah oui. Et puis voilà, je l'ai pas fait. Et puis ce qui m'a encore bousculé après, près de 8 ans après, c'est la guerre. Oui. La guerre. C'est quelque chose, la guerre. Bon, faut pas parler de ça. Mais la guerre, faire la guerre, subir la guerre, c'est quelque chose. Mais la faire, d'une certaine façon, avoir voulu la faire, mais j'ai voulu la faire parce que je voulais aussi m'en aller de chez mes parents, ça c'est, j'en suis certain. Mais enfin, j'ai cru, je suis parti en croyant à quelque chose. Au fond, j'ai toujours besoin de croire. Et puis ça n'a pas duré longtemps, quoi. Alors quand j'ai vu comment c'était, je suis rentré chez vous, dans votre pays, vous savez. Puis avant d'y rentrer, on en a fait. Il fallait le faire. Ça m'a complètement, ça m'a saigné. Ouais. Et puis j'ai vu des choses là-bas, chez vous. Ouais. J'ai vu des tas. Il y a des tas qui étaient des corps. Ouais, j'ai vu. J'ai vu des hommes qui mouraient là. À peine on ouvrait les portes, paf, ils tombaient. Ils mouraient. Ils mouraient parce qu'on les avait fait crever de faim, crever de fatigue, crever de maladie, crever de haine. Ouais. Quand je suis revenu, vous savez, je suis pas revenu en France, je suis revenu au Maroc, bon, j'étais à ramasser, mais à la petite cuillère. Hein. Oh, et j'avais ça dans les yeux. Hein. Oh, c'est quelque chose, vous savez. J'ai jamais vu des gens comme ça, des squelettes qui marchaient. Oh, puis cette odeur. Ah, puis tout. Puis même l'odeur du feu, l'odeur de... Oh non, c'est... Ça m'a choqué, beaucoup. Et là, je pouvais plus retourner jamais en usine. Et puis jamais dans l'armée, bien sûr, je suis parti de l'armée. Et puis jamais plus non plus aller vers les hommes. Les hommes m'ont dégoûté, Rachel, si vous saviez ce que les hommes m'ont dégoûté. Oh. Moi, je me taisais. Eux, ils parlaient. Moi, je me disais, mon vieux, si je te disais seulement une des choses que j'ai vues, je te le dirais pas, j'aime mieux fermer ma gueule. Et puis je m'en allais. Dans les bistrots, partout c'était pareil. Ah oui. Heureusement un jour, je suis tombé sur un livre. C'était des images de clés, puis j'ai commencé à faire des images aussi. J'ai même un peu copié clés sans doute, mais enfin, je le faisais pas volontairement, mais c'était ma bénédiction, vous savez. Oh, ça me purifiait, ça lavait mes plaies, ça. Mais elles n'ont jamais vraiment guéri, vous savez, Hans. Vous m'avez montré, vous, les cahiers de Gurs. On ne peut pas guérir de ça. Et puis même si vous n'aviez pas connu Gurs, les aquarelles, là, celle qui est là, elle est sèche maintenant. L'aquarelle est sèche. Ben, une aquarelle comme ça, on n'en guérit pas. Vous êtes d'accord? Alors c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que je suis... Ouais. Que je bute, que je foutrais des coups de tête dans le mur. Ouais. Que j'ai même souhaité à un moment donné que... Quand on est rentré là-bas en Allemagne, j'ai souhaité d'en prendre une en pleine gueule. De quoi? D'en prendre une en pleine gueule. De quoi prendre? De quoi prendre? Prendre une balle. Je me disais, moi je pourrais jamais le faire, alors qu'on le fasse maintenant. Et en même temps, j'avais pas envie. Je voulais aller jusqu'au bout, je voulais aller là-bas. C'était marqué sur les cartes, c'était marqué même dans ma tête. On va
on va... Oui, on va nettoyer quelque chose. C'est une maladie. On va nettoyer un corps malade. Mon corps malade aussi, sans doute. Mon corps aussi. Moi aussi, j'étais malade. Ouais. Vous croyez que je suis énervé, là? Non, pas du tout, hein. Ah non. Vous n'êtes pas énervé, Fred. Vous êtes passionné. Si, c'est vrai, vous avez raison, Rachel. Je suis passionné. C'est pour ça que j'aime Miller, hein. Votre ami Miller, c'est pour ça que je l'aime. Mais moi, je trouve que vous êtes passionné. Oh, vous faites erreur, là. Non, je trouve que vous êtes passionné, mais passionné... Comment je peux vous dire? Vous êtes un passionné lyrique. Miller, il est un passionné, par moments, emphatique. Hein, vous voyez? Il dépasse les bornes, mais malgré tout, parce qu'il est passionné, son microbe, c'est vraiment la poésie. Tandis que vous, la poésie, c'est pas un microbe pour vous. Elle nage. Si vous voyez les yeux que je regarde en ce moment, ils baignent dans de la poésie. Ah oui. Écoutez, je vais arrêter, je vais vous laisser, je vous donnerai des nouvelles de Cécile. Et puis un jour, d'accord, c'est vous qui l'avez demandé, là ça je vais pas l'oublier. Vous êtes peut-être le seul à me dire ça. Un jour, montrez-moi vos derniers dessins. Ben, un jour, je vais vous montrer mes derniers dessins. Puis vous me direz, vous me donnerez une note. Voilà comment vous allez faire. Il secoue la tête. Allez, rentrez chez vous. Eh ben oui. Au revoir, Rachel. Au revoir. Puis j'ai laissé ça là. J'ai ressorti mon papier. J'écrivais tous les jours une lettre à Cécile. Le traitement ne faisait pas effet. On commençait à parler d'opération. Et puis moi, je tournicotais. Je travaillais justement avec ces petits-enfants. C'est comme ça que je gagnais ma vie. Et puis de temps en temps, un soir, je passais à la réunion des gens du groupe. Et puis je m'y emmerdais comme pas un. Puis je regrettais d'être venu. Puis je me disais, j'aurais été mieux à faire à la place de ça, une bonne lettre à Cécile. Parce que je m'étais mis à écrire des grandes lettres à Cécile. Des grandes lettres, des fois un peu bébêtes. Je lui parlais un peu comme un petit enfant. Je la berçais de loin. Je lui caressais sa tête. Je lui disais, en ce moment, c'est comme si tu étais dans mes bras. Oui, je ne disais pas des choses profondes. Je peux pas dire des choses soi-disant profondes. Je m'en mêle les pédales tout de suite. Et puis je lui joignais des petits bouts de dessin. Je lui avais fait une fois une petite plaquette parce qu'elle avait de la température tout le temps. Et elle me disait, j'en ai assez. Tous les soirs, j'ai peur. J'ai la tête qui tourne. Alors j'y avais fait une toute petite plaquette avec un dessin sur chaque haut de feuille et puis une petite écriture. Et c'était l'histoire d'un thermomètre qui rentrait dans un petit trou. Et ce thermomètre-là, il disait à chaque fois qu'il avait chaud. Alors il disait qu'il avait chaud et puis c'était pas bien. Jusqu'au jour où le thermomètre a été rentré par un autre et quand il est ressorti, il n'y avait plus de fièvre. Et je disais, c'est moi. C'était tout à fait ridicule. Mais Cécile m'avait-elle dit, beaucoup amusée. C'était une des rares fois où, depuis qu'elle était en Sana, elle avait eu envie de rire. Et puis le soir, je m'arrêtais là-bas, soit à la Boule Blanche, à Pigalle, et puis je retrouvais là les gens. Il y avait Breton, j'arrivais pas à rentrer là-dedans. Il y a des moments, des soirs, où je me disais, je vais me lever, et puis je vais débiter, non pas n'importe quoi, mais je vais débiter quelque chose sur la passion qui m'anime. Et cette passion que j'ai, qui me brûle, tous ceux qui sont autour de moi s'en foutent. Sans doute ont-ils raison. Mais ce qui me brûle pourrait les brûler. Et à ce moment-là, ils ne joueraient pas au baby-foot comme ils le font tout le temps.
Et il ne parlerait pas de tout un tas de conneries du genre le procès de Marie Bénard et autres. Parce que ces petits événements, c'est plus possible, c'est plus possible. Mais je me taisais. Une autre fois, j'avais passé une journée complètement basculée. Et je disais, c'est ce soir que je vais leur dire. M'est arrivé aussi une fois de dire, je vais leur parler de ce que j'ai vu quand on est rentré en Allemagne. Quand on a ouvert les premières usines qui n'étaient au fond que des camps. Et où les types qui étaient là avaient été amenés. Et quand on les a trouvés, ils étaient morts. On n'en a pas sauvé beaucoup. Alors quand on a vu ça il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne s'intéresse pas au procès de Marie Bénard. On s'en fout de Marie Bénard. On encule Marie Bénard. Et on ne s'intéresse pas au match de foot. L'équipe Tartampion contre l'équipe Tartamcul. On laisse tout ça tomber. Et on ne fait pas la révolution comme il le disait en faisant du baby-foot. On descend en soi. On fait, comme dit Rachel, un travail en soi, qui n'est pas pour soi, qui démolit quelque chose qui est en soi, pour que s'épanouisse une place qui permettrait que vienne se loger dedans. Quoi? La balle qu'on va se tirer ou que vienne se loger autre chose? Le dessin que j'avais envie de faire, qui n'était jamais venu parce qu'il ne devait pas venir sur du papier. Il devait venir là, à l'intérieur, dans le trou. Puis je leur parlerai de Cécile. Puis je leur parlerai plus. Alors je sortais, je disais au revoir à personne. Le lendemain, je revenais dans un autre bistrot. Oh, dans cette époque-là, on faisait presque tous les bistrots. On allait aux Viviennes. Là, j'étais décidé, mais va te faire voir, il était mort dans ma gorge. On me disait, tu veux signer un papier? Je disais non, j'ai mal au bras. Ouais. Je me faisais mal voir. J'avais besoin de ça. Au moins, là, j'existais. Puis en sortant, je repartais. Je faisais un signe de tête à Breton. Et puis c'est allé comme ça en gonflant comme un furoncle. Mais j'ai fait des dessins. J'ai fait des petites aquarelles, des petites gouaches. Et je me disais, je vais aller voir Rachel. Je vais lui dire, voilà, j'ai ça dans mon carton, je vais vous les montrer. Puis j'arrivais pas. Je trouvais que c'était pas bien, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas digne de moi, que d'aller chez lui et de l'emmerder avec mes dessins, avec mes aquarelles. Alors j'envoyais à Cécile un petit truc. Elle me disait c'est bien. Mais elle me disait aussi on approche du mois de l'opération. Elle sera faite le temps du mois de février. Ah, ouais. Alors je ne pouvais pas dessiner pendant quelques jours après. Et puis un jour j'ai pris le téléphone. Je suis allé téléphoner à côté de chez Rachel, chez la mère Léon, en face du Bougnin. J'ai appelé Breton. Puis j'ai dit à Breton, ça fait plusieurs jours que je vous fais des lettres que je ne peux pas vous envoyer. Qui êtes-vous? Fred II. Ben oui, ça fait quelques jours aussi qu'on ne vous voit plus. Je crois que je ne viendrai plus. Vous faites comme vous voulez. Mais je voudrais vous dire pourquoi je ne viens plus. Si vous voulez. Vous êtes là? Oui. Voilà. Pour moi, ça c'est ce que je vous disais dans une lettre. Et peut-être que maintenant, si j'arrive à vous le dire, je vais vous envoyer la lettre. Alors voilà ce que je dis à un endroit dans la lettre. Du jour où j'ai rencontré votre écriture, enfin, ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit. Pour moi, je l'ai pris. J'ai commis une erreur sans doute, mais je suis toujours dans l'erreur. Je l'ai lu comme les chrétiens peuvent dire des évangiles. Ah, ouais. C'est pas bien, c'est stupide, d'accord, mais pardonnez, laissez, je vais aller jusqu'au bout. Et puis ce que j'ai lu après de vous, puis de certains autres, pas tous, je les aime pas tous, j'ai acquis la conviction que ce que vous appelez l'expérience surréaliste, c'est l'expérience de la mort. Le surréalisme, c'est une école du suicide. Et je ne me suis pas suicidé. Et je ne vais pas me suicider.
La femme avec qui je vis est rentrée en sanatorium il y a déjà quelques mois. Je fais très mal face à ça. Alors je ne vais pas parler, enfin. Quand je viens aux réunions, que je les entends parler, se passionner de Marie Bénard, je vous regarde, vous. Il me semble que vous vous passionnez pas pour ça. Mais c'est pas possible, André Breton. On ne peut pas laisser dire ça. Même si un temps les surréalistes se sont nourris d'événements qui devenaient autre chose, parce que c'était comme un jeu et que le jeu devenait grave, on peut plus maintenant. On peut plus. Vous savez ce qui s'est passé, vous savez ce qu'il y a eu. Écoutez, Breton, je veux que ma femme s'en sorte. Et je crois que ma femme va s'en sortir. Parce que, au fond, je suis profondément un type croyant. Ouais. Et quand j'ai lu Artaud disant pour en finir avec le jugement de Dieu, c'est pas du tout qu'Artaud avait tourné le dos à Dieu. Non, Dieu c'est pas ce qu'on dit, c'est pas, non, c'est pas non plus ce qu'on en fait. Dieu c'est une disposition qu'on a en soi, une ouverture, une sorte de petite chambre qu'on tient à la disposition de cet inconnu de qui on souhaite la visite. Je souhaite une visite, moi, je souhaite une visite. Et peut-être que cette visite-là, je l'aurai le jour où cette femme reviendra du Sana chez moi. Alors je vous dis, ça y est, je m'en vais. Je ne reviendrai plus. Je n'ai rien contre vous. Absolument rien. Ça a été pour moi la première révélation de ma vie. La première révélation même que j'ai pu comme développer. Une révélation, je n'ai pas un autre mot alors, une révélation extrêmement utile. J'aurais pu dire extrêmement importante. Non. Non, tout est important maintenant, dit-on. Non. Moi, c'est l'immense utilité de votre apparition en moi. Ah oui. Et je ne changerai pas. Je resterai toujours ça. Je resterai fidèle. Vous m'entendez? Fidèle. J'ai vraiment lu. Vous savez pas qui je suis. Eh ben c'est bien. Je n'ai commencé à lire qu'à l'âge de 23 ans. J'en ai 30. C'est très court. Mais jusqu'à 20 ans, j'ai travaillé dans les usines. Ça veut rien dire pour vous. Mais entre 23 et 30, au fond, j'ai lu à en être ivre certains textes de vous. J'ai lu 2 ou 3 autres poètes. Et il y en a un que j'ai lu, qui m'a brûlé. Et je ne vous parle pas là de Rimbaud ou de Lautréamont que j'ai lu. Révélation aussi. Mais l'autre que j'ai lu, qui n'est pas un poète, qui n'est pas un magicien. J'ai lu celui que vous avez lu aussi, et dont je vous fais, pour ainsi dire, le reproche de n'avoir jamais parlé. De n'avoir pas compris que moi j'étais en train de le lire quand je vous voyais, quand je vous regardais. Que j'étais arrivé de Marseille en l'ayant lu, qu'il m'avait brûlé au fer. J'ai lu à ma façon. C'est pourquoi j'ai été transformé à ma façon. C'est pourquoi j'ai besoin de faire un travail à ma façon aussi. Et qu'il n'est pas possible que je ne continue pas. Je ne vous ai pas dit qui est cet homme-là. Vous n'allez pas aimer, mais c'est un saint. Oui, c'est René Guénon. Oui, c'est René Guénon. Je ne vais pas vous dire que je suis
à la lettre ce qu'il a dit. D'abord, je n'en comprends que le quart. Mais ce que j'ai ressenti, et même quand je prends seulement un de ses livres dans ma main, c'est chaud. Quand je suis mal, et que je me dis c'est là qu'il faudrait tout arrêter, c'est là que si quelque chose bouge en moi, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un mot, c'est René Guénon. C'est René Guénon qui m'a dit « Il n'y a plus d'initiation pour vous ». Et c'est vrai. Nous sommes maintenant privés d'initiation. Mais notre travail intérieur, vous avez dit quelque part, ça sera intérieur ou ça ne sera pas. Ouais. C'est la poésie. La poésie, c'est la prière. Alors, puisque je lis beaucoup de poésie, je dirais que je prie beaucoup. Mais je lis pas n'importe quoi en poésie. Voilà, je vais vous laisser. Je pense que nous ne nous reverrons plus. C'est dommage. Je vous dis au revoir. Et c'est moi qui ai raccroché. Et je suis sorti de ce coup de téléphone de chez Madame Léon. Je suis sorti crevé. Crevé. Et j'ai écrit à Cécile. Je viens de téléphoner à Breton pour lui dire que je ne reviendrai plus aux réunions. Mais que lui, je le respecte très très fortement. Et dans la nuit, j'ai fait une aquarelle. Et comme le lendemain, je n'allais pas travailler avec les enfants, j'ai fait plusieurs aquarelles. Et les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai fait des gouaches. J'ai soutenu certaines gouaches avec un petit peu d'encre de Chine. Je n'ai plus jamais touché le lavis. Et très peu avant l'opération de Cécile, j'ai trouvé une galerie. La galerie où les gens du groupe avaient exposé. Et puis ils s'étaient fâchés. Et je suis allé les revoir, les gens de cette galerie. Et j'aurais dit voilà, je ne suis plus du groupe surréaliste, mais je continue à travailler, je fais ça. Et j'aimerais montrer ça, est-ce que vous seriez d'accord pour le montrer? Et ils ont été tout de suite d'accord. Et ça s'est décidé très très vite. Et ça allait se faire pendant, disons, l'opération de Cécile. Et je trouvais que c'était un point très important. Qu'il y ait comme deux opérations, la sienne, la mienne. Et le jour de la présentation de mes choses, Rachel est venue avec elle. Et je leur ai dit, dans quelques jours, Cécile sera opérée. Et lui, il m'a dit, ah, c'est bien alors de faire une exposition à ce moment-là. C'est très, très bien. Et on a fait ensemble le tour des murs. Et je lui ai dit, Hans, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous rejetez. Alors il a commencé à regarder et avec un doigt, ça va pas. Là, vous n'auriez pas dû faire comme ça, là. Vous avez mis trop de... À une autre, ah oui, quand vous rapprochez les couleurs comme ça, c'est bien. Comment vous avez fait là? Ah oui, ah, c'est bien. Là, je comprends pas sur quoi ça a été fait. On dirait que c'est glacé derrière. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait. J'avais étalé de la gouache et puis je l'avais comme ciré. Et c'est sur la cire que là, j'avais amené de la gouache solide et fait ce qui était venu. Puis quand je suis arrivé à nouveau à la porte avec lui puis avec elle,
Rachel m'a dit, la petite qui est là-bas, si vous voulez, je la prends et je vous donne une des miennes. Je ne l'ai plus revu. Je n'ai jamais osé aller le voir et lui dire voilà, c'est celle-là que vous m'aviez dit, celle-là je la prends, alors je vous l'ai amenée. C'est pas la peine de me donner une des vôtres, ça me fait plaisir que vous ayez une chose à moi, que vous ayez voulu retenir une chose. J'ai pas osé, j'ai pas pu. Je glissais seulement un petit mot sous la porte de Madame Rachel pour la tenir au courant de l'état de Cécile. Ça tournait tout doucement, ça allait. Ça s'était mal passé au début, mais à présent ça allait. J'étais allé la voir. Ça avait été quelque chose d'extrêmement pénible. On disait qu'elle était, pour ainsi dire, perdue. L'opération avait réussi, mais les conséquences de l'opération faisaient qu'on la voyait maintenant dans un très grand danger. Et j'étais venu comme ça. J'avais pris le train un soir. On ne m'avait pas dit que ça allait tellement mal. J'avais pris le train, puis j'étais monté. Et pendant tout le temps que je roulais pour aller là-haut, c'était loin, 800 km. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je sentais. Et je suis arrivé dans la nuit, le 6h du matin, 7h du matin, dans le mois de février, avec un autocar qui était venu prendre les voyageurs au train. Puis là-haut, je ne reconnaissais pas, il y avait 1 mètre de neige. Il faisait un froid glacial. Il y avait quelques lumières par-ci, par-là. J'étais certain que les lumières à 5h du matin qui brûlaient ici et là, dans les grands bâtiments, c'était des gens qui souffraient. C'était des gens qu'on soignait. C'était urgent. Je me demandais où était Cécile. Alors, j'ai fini par demander à quelqu'un, dans un bistrot qui venait d'ouvrir, où se trouve le sanatorium Intel, Regina. C'est là-haut. Tenez, regardez. Ce que vous voyez qui brille, c'est là-haut. C'est là qu'il y a une salle d'opération. Ouais, c'est là qu'on les opère. Il y en a d'autres, mais là aussi on opère. C'est votre femme? Ouais. Elle a été opérée? Ouais. Oh, vous avez qu'à monter. Si elle a été opérée, ils ne peuvent pas vous empêcher de rentrer. Ben, je vais leur téléphoner. Alors j'ai téléphoné. J'ai dit bonjour madame. Je vous téléphone pour Cécile Reims. Il était un peu tôt ce matin, mais je me suis demandé comment s'était passée la nuit. Est-ce que vous pourriez me dire comment elle est? Oh, il y a eu un petit problème, mais ça va s'arranger. Mais est-ce que je pourrais monter? Oh ben, il faudrait laisser passer quelques jours. Faut voir comment ça va aller. Oui, mais je suis là. Où est-ce que vous êtes? Je suis venu ici, à Hauteville. Vous êtes à Hauteville? Vous téléphonez d'Hauteville? Oui. Mais monsieur, montez tout de suite. Ben, c'est ça que je voulais vous demander. Venez tout de suite. Alors je suis parti dans la neige. Je connaissais pas la route, enfin je me guidais sur la route par ces lumières qui étaient un coup à droite, un coup à gauche. Ah, je ne pouvais plus penser, je ne pouvais plus rien. Le vide complet, le creux complet, tout pouvait se loger en moi, tout. Je suis arrivé là, j'ai vu Regina. Ah ben je suis rentré, Regina. J'ai dit, je viens voir, je viens de téléphoner. Oui, faut aller là-bas au bloc opératoire. D'accord. Et puis là, j'ai vu une femme, une infirmière, qui était à un petit comptoir, là, avec un bureau et tout. Je lui ai dit, c'est moi qui vous ai téléphoné. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'elle a eu un petit problème, mais le chirurgien s'en occupe. Mais elle est encore... Non, mais c'est arrivé 24 heures après. Mais quoi? Alors, je peux pas vous dire, c'est le médecin qui va vous dire. Mais sinon, ça allait vraiment très bien. Ah oui. Je pourrais pas la voir. Oh, bah ça... Vous allez pouvoir, là, si vous voulez, vous allez la regarder une seconde et puis vous allez sortir. Faut surtout pas parler ni rien. Elle est là dans le bloc. Je vais m'assurer que le chirurgien soit sorti. Alors elle est partie, elle est revenue. Elle m'a dit, le chirurgien est dans son bureau. Venez une seconde. Alors, je suis rentré, j'ai eu Cécile, enroulée comme une momie, les yeux fermés. Elle n'était pas blanche. Elle n'avait pas de couleur du tout.
possible. Si, si. Puis je sentais que je me trouvais dans un piège. Mais dans ce piège, je devais sortir. Et si je réussissais à sortir de ce piège, et le piège, il était dans ma tête et dans mes mâchoires. J'avais l'impression que je brûlais avec les mâchoires. Je ne pouvais plus ouvrir. J'avais envie seulement de lui chuchoter Cécile et je me suis approché doucement de lui. Je suis sorti. J'ai dit à la femme, c'est épuisant de voir ça. Elle m'a dit oui. C'est effectivement très... Ça vous choque, mais... Nous avons quelquefois des cas comme ça. Et vous croyez que je vais pouvoir voir le chirurgien? Certainement. À quelle heure? Ben, il est dans son bureau en ce moment. Vous savez, il n'est que 6h30, 7h. Mais je vais lui passer un petit coup de fil. Puis je vais lui dire que vous êtes là. Vous voulez reprendre le train cet après-midi? Excusez-moi. Je suis tellement angoissé que j'arrive pas à desserrer les dents. Non mais il faut boire de l'eau. Buvez un peu d'eau, monsieur. Tenez. Elle s'est retournée, m'a donné un verre. Il y avait de l'eau dedans. J'ai bu. Elle voulait pas descendre non plus. Avalez, avalez. Vous avez eu un choc. Mais c'est rien. C'est rien. Je vais appeler le médecin. Docteur, c'est... Vous êtes le mari de Madame Reims, hein? Oui, c'est le mari de Madame Reims. Il est là. Ah bah je sais pas. Il est arrivé là tout à l'heure. Est-ce que vous allez pouvoir le voir dans la journée? Je ne sais pas combien de temps il va rester. Oh, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tout de suite. Tout de suite. Merci. Il peut vous voir maintenant. D'accord. Alors, passer dans des couloirs. C'est arrivé à une porte. Et puis il y avait l'homme qui était là. Qui est en blanc, avec ses bottes. Heureusement, il n'avait pas la tenue que quelquefois il garde pour recevoir les gens, qui est une tenue sanguinaire. Pas du tout. Il était tout blanc, tout propre, avec son calot sur la tête. Ah, Monsieur Reims. Ouais. Problème. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va se passer maintenant? Combien de temps ça va durer? C'est tout ça que vous voulez savoir. Ben, je vais vous répondre tout de suite. Je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire. Elle a eu un problème et on est dedans. Voilà. Sinon, j'ai pas pu... Au départ, je voulais faire une ablation. Et puis le résultat, ben, il pouvait pas être obtenu parce que la lobectomie n'aurait pas donné des résultats. En bas, il y a aussi quelque chose qui se prépare. Alors, il a fallu que je retire tout. Il m'a semblé que le mieux, sur un extrapleural, sur un pneumothorax, la solution de l'extrapleural s'imposait. Qu'est-ce que c'est qu'un extrapleural? L'extrapleural, c'est un pneumothorax chirurgical, c'est-à-dire on fait tout ce que le pneumothorax ne peut pas faire. Et après, on met de l'air. Et là, ça ne sera pas comme la première fois. Au bout de 3-4 ans, on arrête d'insuffler et tout est devenu... De toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Et sinon, c'était thoraco, tordu, et on ne gagnait pas pour autant. Elle est très affaiblie. Donc on a minimisé, mais... Eh ben, voilà, c'est là que surgit le problème. Problème prévisible, problème rare, problème difficile. Eh bien, ça veut dire que Madame Reims fait une hémorragie, que nous n'avons pas de coagulant pour arrêter une hémorragie de ce genre, parce qu'elle ne fibrille plus, c'est-à-dire qu'il lui manque dans le sang comment vous dire ça? Il lui manque la fibrille, il lui manque les moyens que le sang se donne de faire lui-même un travail de coagulation. Et à ce moment-là, nous pouvons aider. Mais là, c'est l'envers. C'est la débandade. Alors on retire,
On pompe, on aspire, et puis on remet. Mais on ne va pas pouvoir faire ce petit jeu-là très longtemps. Alors il y a un temps, une fibrillation, ça se manifeste ordinairement très vite. Là, ça commence à durer, ça fait plusieurs heures. Au maximum, ça dure 3 jours. De toute façon, au bout de 3 jours, on ne peut plus. Alors on va voir. Je vais la surveiller. On fait des scopies sans arrêt. Dès qu'il y a trop de liquide, comme elle étouffe, il ne faut pas qu'elle nous fasse un accident. Je ponctionne. Je remets l'équivalent, un peu plus même. Et puis j'attends. Puis 3-4 heures après ou 5 heures après, je surveille, je regarde. C'est monté un peu moins. Je ponctionne pas. Je reviens 2 heures après. Oh là là, ça y est, maintenant ça remonte beaucoup. Je ponctionne, je remets. Et voilà. C'est comme ça la vie, monsieur Reims. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais elle a toutes les chances de s'en sortir si on surmonte ce problème. Le reste, ça ira. Parce que cet accident-là, s'il est dépassé, cet accident-là la laisse avec une vitalité, on va l'aider. Et elle devrait surmonter, puis les choses ont changé, vous savez. Elle était très abîmée.